The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. C'est un témoignage exceptionnel, le genre de témoignage qu'on recueille rarement dans la vie d'un journaliste, dont on pressent immédiatement la portée. Ce témoignage, Blast l'a enregistré la semaine dernière à Paris. Pour que nous l'enregistrions d'abord et que nous le diffusions aujourd'hui, c'est un long processus qui a pris du temps, donc beaucoup de temps. Il en fallait entre Blast et ce témoin pour créer les conditions de sa diffusion aujourd'hui. En clair, installer la confiance nécessaire. À Blast, notre engagement, notre responsabilité, c'est sortir des infos. C'est notre raison d'être qui justifie la confiance de ceux qui nous suivent. Vous qui nous lisez, regardez nos programmes, nous relayez, vous qui nous soutenez. Mais nous avons aussi un devoir de responsabilité. Ce témoin que vous allez entendre, nous sommes en contact avec lui depuis des mois. Si nous n'avons jusqu'à présent pas rendu publiques les informations et révélations qu'il détient, c'est aussi parce que nous privilégions la confiance et la sécurité de chacun. À commencer par ceux qui prennent des risques pour témoigner ou nous apporter des informations. L'année dernière, quand il nous a contactés, cet homme qui accepte aujourd'hui de parler face caméra, nous a expliqué qu'il voulait révéler au monde des informations majeures. Mais il avait une autre préoccupation, l'obsession que ça ne fasse pas pchit, que ça ne se résume pas à un article, un sujet qui sort, fait un peu de bruit, avant qu'on ne l'oublie et puis qu'on passe à autre chose. Cette préoccupation répondait à deux constats. Le sujet est trop important d'une part, trop grave. Ce qui est en jeu ici est majeur. Au cours des mois qui ont suivi, nous avons continué à échanger régulièrement. Notre témoin est passé par des hauts et des bas. Constatant une impasse, il a voulu tout oublier de cette histoire. Aujourd'hui, il parle. Cet homme que vous allez entendre est un fonctionnaire international. Il s'appelle Abdullah Zouher. Il est juriste. Il a travaillé pendant une double décennie à l'OIT, pour l'Organisation internationale du travail, chargée de défendre la cause et les intérêts des travailleurs dans le monde entier. Je vous invite à l'écouter et entendre attentivement ce qu'il a à dire. Son témoignage exclusif est exceptionnel et les implications sont majeures. Il a décidé de faire éclater la vérité. Je m'appelle Abdullah Zouher. J'ai fait mes études universitaires à l'Université de droit Paris 2 avec l'accent mis sur le droit international et les droits de l'homme. J'ai fait aussi l'Institut des hautes études internationales de Paris 2 et après l'obtention de mes diplômes de l'université, j'ai travaillé directement au BIT, Bureau international du travail, qui est le secrétariat de l'Organisation internationale du travail, donc qui fait partie de l'ONU. Pour résumer, j'ai travaillé tout particulièrement au départ comme conseiller régional pour les pays arabes. Et j'étais aussi l'auteur principal dans la rédaction du Code du travail, du Code de la législation du travail de Qatar, et j'étais aussi l'acteur principal dans les commentaires du BIT par rapport à ce Code du travail. En 2014, avant 2014 et après, il y avait un gros scandale au niveau international. La presse en parlait beaucoup, il y avait
surtout le Guardian et d'autres médias ont parlé des centaines de morts dans le cadre de la construction des stades pour le mondial de football de 2022. Il y avait beaucoup de morts, des travailleurs migrants qui venaient des endroits, des patelins pauvres, très pauvres, qui venaient travailler avec un salaire très dérisoire, qui ne dépasse pas 200, 300 dollars par mois comme salaire. Et donc, il y avait beaucoup de morts, des gens qui venaient travailler pour aider leur famille. Finalement, ils retournent leur famille dans des cercueils. Ça fait un scandale. Et puis aussi, il y avait une plainte en juin 2014 qui est déposée en juin 2014 à la Conférence internationale du travail par un certain nombre d'organisations syndicales. Donc, cette plainte, conformément à l'article 26 de la Constitution de l'OIT, elle demandait la constitution d'une commission d'enquête au sein du conseil d'administration pendant plusieurs sessions. Ici, c'est très délicat, vous voyez, parce que c'est un Qatar, c'est un pays très riche au niveau international, un pays aussi qui défend son image au niveau international, et tout particulièrement, cette plainte s'inscrit dans le cadre de l'organisation de la Coupe du Monde de 2022. Dans ce cadre-là, j'étais invité en 2014 par Qatar, par le ministre du Travail de Qatar. Mais c'est vrai, on m'a demandé que cette visite soit personnelle et secrète. Mon objectif, c'était de faire avancer les choses. Et donc, pour faire avancer les choses et avoir un impact, qu'est-ce que j'ai informé le BIT de cette visite. J'ai parlé donc avec la directrice du département des normes, Madame Doumbia Henry Cléopatra. Je lui ai dit, écoutez, Qatar m'a demandé une visite privée, voilà, dans le cadre de cette plainte, pour comment. Donc moi, je pense, il faut qu'on les aide, il faut qu'on fasse une sorte pour aboutir à une solution, pour faire avancer les choses, pour sortir de cette impasse qui est dans les discussions du conseil d'administration. Donc, j'ai parlé aussi, il est d'accord, il m'a dit, je suis d'accord, même si, il n'était pas très optimiste. J'ai discuté aussi avec une personne un peu clé de la problématique, c'est l'ACTRAV, Activité Travailleurs, c'est-à-dire les syndicats, l'aile travailleurs de l'organisation. Donc, j'ai parlé avec la conseillère juridique, Madame Béatrice. Donc, je suis parti à Qatar, je crois, en septembre 2014, et j'ai discuté avec le ministre en lui disant, voilà, moi, je ne suis pas venu discrètement, comme c'était souhaité. J'ai informé le BIT pour la transparence, premièrement, et deuxième chose, pour que cette mission soit couronnée de succès, pour qu'on puisse trouver des solutions. On a discuté, j'ai discuté une fois, 2 fois dans des réunions avec le ministre et ses collaborateurs. Mais ce que j'ai compris, il voulait plutôt trouver une solution de sortie, une porte de sortie sans l'abolition du système kafala. Le système kafala, sponsor, c'est un système qui permet aux nationaux du pays qatari de faire venir des travailleurs dans le pays et ils sont responsables de ces travailleurs migrants. Donc, en général, ils leur enlèvent le passeport et puis ils peuvent rien faire, ni changer d'employeur, ni voyager, ni ils sont soumis au bon vouloir de ces kafils, de ces personnes qui portent ce titre de kafala. Moi, j'avais dit au ministre, écoutez, il n'y a pas d'autre issue que d'abolir le système kafala, sinon il n'y a pas d'autre solution. Mais lui, il insiste, est-ce qu'on peut trouver une solution? Par exemple, de faire une exception. Moi, j'avais refusé l'exception. Je dis, si on fait l'abolition du système kafala avec une exception,
Qui va contrôler? On ne peut pas, ce n'est pas possible. Premièrement, parce que, je lui ai expliqué, le système kafala est considéré dans sa pratique, considéré par la commission d'experts, qui est chargée du contrôle de l'application des conventions dans les pays et qui fait des rapports à la conférence. Donc, cette commission, qui est composée de 20 membres, professeurs, avocats ou juges de renommée internationale et indépendants. Cette commission a dit dans son rapport de 2012, il dit que l'abolition du travail forcé est une norme impérative qui relève du droit international et qui n'admet en aucun cas aucune exception. Le BIT, en tant qu'organe même de l'OIT, il ne peut pas modifier ce qu'a décidé la commission d'experts. Parce que le BIT, c'est un secrétariat. Il exécute, il applique ce que... il est le secrétariat de l'organisation, de la commission d'experts. Donc, il ne peut rien faire du point de vue juridique. Donc, cette visite, elle a été soldée par un échec, parce que j'avais refusé justement cette exception à la règle. Pendant mon séjour au Qatar, j'étais à l'hôtel. J'étais dans un hôtel, et derrière moi, il y avait quelqu'un qui parlait, et c'était quelqu'un d'une organisation syndicale qui fait partie de la Confédération syndicale internationale. Il ne m'a pas vu, il ne me connaît pas peut-être. Il parlait en arabe derrière moi avec une délégation du ministère du Qatar. Il leur a dit en arabe, voilà, je suis venu pour vous rendre service. C'est pour aider Qatar à sortir de ces difficultés et donc lui rendre service et l'aider. Moi, ce que je vous demande tout simplement, c'est de me conduire vers le chantier que vous voulez, que vous choisissez. Et moi, je vous promets, je vais faire un rapport en votre faveur. La personne qui est venue et qui représente la Confédération internationale syndicale, c'est-à-dire qui regroupe toutes les organisations syndicales du monde, avec je ne sais pas combien de milliers d'adhérents dans le monde. Donc, et parce que après, il y a un rôle important qu'ils vont jouer après. Donc, au début, Qatar a fermé la porte à ces organisations syndicales. Alors, à mon retour donc à Genève, ce qui s'est passé après, c'est que la directrice du département de normes qui travaillait donc sur les normes pendant des années, qui a une grande crédibilité, qui est très indépendante, qui est très intègre et donc qui n'accepte jamais aucune exception aux normes de l'OIT. Alors, on n'a pas renouvelé son contrat et c'est une personne, une nouvelle directrice qui était parachutée dans le département de normes. Parachuté dans le département de normes. Donc, il n'a pas renouvelé le contrat. Et moi, j'étais exclu de cette question de plainte de Qatar. Et aussi, il y a une personne qui s'occupait des dossiers du travail forcé, parce qu'il s'agit là de l'abolition du travail forcé, qui est mademoiselle Rosinda, et il s'occupait qu'il y a une grande expertise dans ce domaine de longues années, de plus de 10 ans. Donc, il est la spécialiste, il est la responsable de cette convention, le travail forcé. Alors, on l'a exclu. Pourquoi? Pour avoir les mains libres, justement, dans le dossier de Qatar, pour avoir les mains libres. Donc, l'expert régional est exclu. La directrice, qui est de je ne sais pas, plus de 20 ans dans l'organisation, il n'a pas renouvelé son contrat. On a fait venir une nouvelle directrice. Et c'est là, avec cette directrice, que le rapport du programme a été conclu entre Qatar, a été préparé et conclu avec Qatar. Lorsque Qatar a accepté qu'il y ait un programme de coopération entre le BIT et Qatar de 25 millions de dollars, on a classé la plainte
on l'a classé carrément une fois pour toutes. Et puis, l'objectif, c'était de dire, voilà un programme de développement, de coopération entre le BIT et Qatar pour trouver donc la solution, c'est d'appliquer, premièrement, abolir le système kafala, et aussi dans le programme, il y a cette fixation du salaire minimum. Et c'est pour ça qu'on va trouver dans l'exécution de ce programme des violations d'une gravité rarissime. Donc, c'est 25 millions de dollars, je dis, c'est scandaleux. Pourquoi? C'est la première fois dans l'histoire de l'organisation, qu'on trouve un programme de ce montant incroyable de 25 millions pour un projet, pour des questions soulevées dans la plainte et dans le programme qu'on peut réaliser avec un impact, avec des résultats. Et je peux dire, assurer, engager ma responsabilité, pas 50 000 dollars. Mais 25 millions, c'est quoi? 25 millions, c'est quoi? C'est grave. Parce que si, malheureusement, pour faire des études, pour faire des missions, des voyages, des hôtels, 25 millions de quoi? À quoi ça servit pour les travailleurs migrants? Zéro. Non seulement c'est pas normal, mais c'est scandaleux et c'est grave. C'est grave. Il suffit tout simplement de rédiger pour le gouvernement un texte, de dire voilà, texte de loi, et ça demande une journée de travail, et voilà. Des études, c'est pour les potes, des trucs qui ne servent à rien, qui ne servent pas à aider la situation des travailleurs migrants. C'est du mensonge, c'est de l'abus, c'est de la manipulation. Et je suis l'expert et je sais ce que je dis. La directrice du département des normes, qui est la responsable principale et première du dossier, elle a gardé le monopole de ce dossier. Contrairement à la politique de l'organisation, obligatoirement, pas seulement il faut, et obligatoirement, dans ce dossier de plainte, dans ce dossier de programme, il faut qu'il y ait implication d'ACTRAV, la moindre des choses, activité travailleurs, parce que ça concerne les travailleurs. Donc, obligatoirement, vous ne pouvez pas, c'est leur droit d'être associés. Mais ce qui s'est passé, on a exclu ACTRAV. On a exclu tous les départements, que c'est de jamais vu. Et de jamais vu, d'autant plus que le directeur général, qui est responsable au moment de ce programme, quand il est arrivé en 2012, sa première politique, c'est de inciter, même de rendre obligé chaque action, chaque programme, il faut l'implication de tous les départements, obligatoirement. Personne ne savait que c'était un programme de 25 millions de dollars. Personne. C'est top secret. Personne ne savait c'est quoi ce programme, personne. Et moi, j'avais écrit au directeur général adjoint, figurez-vous. Le directeur général adjoint, c'est lui le premier responsable de tout ce qui est programme dans les pays. Le premier responsable. Il n'est pas au courant. J'ai communiqué avec lui et je crois que par email même, et je crois que j'ai un écrit de lui, il m'a dit qu'il n'est même pas au courant de ce qui se passe pour ce programme. Même lui, il était exclu. La délégation, le ministère de Qatar, a demandé au BIT de nommer monsieur tel comme directeur du bureau du programme au Qatar. Parce que lui, c'est la clé du programme. La personne qui a été nommée, il n'a pas l'expertise nécessaire. Pourquoi? Parce que pour être directeur de ce programme, comme il s'agit des normes internationales du travail pour l'abolition du système kafala, et il s'agit aussi des normes internationales du travail pour la fixation du salaire, il faut avoir cette expertise du département des normes. Or, lui, il n'a jamais travaillé dans le département des normes. Moi, je parle d'une violation grave et rarissime de la Constitution de l'OIT et des droits de l'homme et des normes internationales du travail. C'est une violation flagrante, indiscutable, indéniable de la part du BIT. Donc, comme je disais, le fait d'exclure les experts et les personnes intègres, incorruptibles
Donc, on exclut d'abord la directrice. Bon, la directrice, il faut le dire entre parenthèses, elle est nommée, c'est une dame de nommée internationale, elle est nommée présidente de l'université en Suède, je ne sais pas quelle université, n'est pas. Donc, on neutralise pour faire ce que l'on veut dans le programme. Vous voyez, et donc le tenir confidentiel. Il a manipulé la FIFA sur la déclaration du président de la FIFA au Qatar lorsqu'il a dit bravo bravo Qatar. Il a manipulé aussi la commission d'experts. Et je m'explique. D'abord, comme je le disais, la commission d'experts, dans son étude d'ensemble, a qualifié l'abolition du travail forcé comme norme impérative sur lequel on ne peut pas admettre une exception. Or, le BIT, dans le programme, il a accepté une exception à l'abolition du travail forcé. La commission d'experts dit que c'est interdit, pas d'exception. Et le BIT n'a pas le droit, parce que, je le répète, il n'a pas le droit parce qu'elle est la secrétariat. Il applique. Donc, c'est là l'explication pourquoi on a exclu une experte de renommée de la Convention 29, où au moment où on a besoin d'elle. C'est aussi pour pouvoir manipuler la commission d'experts. Ces travailleurs migrants, ils sont qui pour vous? Ils sont qui, ces gens-là? Ce sont des gens, des hommes et des femmes de second plan parce qu'ils viennent du monde rural, parce qu'ils sont pauvres, donc ils ne méritent pas plus de $200 par mois. Vous touchez combien? Vous acceptez, vous, de travailler 12 heures par jour dans des conditions difficiles et toucher $200? Vous êtes satisfait? Vous êtes content de ce salaire minimum? Qui sont ces gens-là pour vous? Vous êtes des êtres humains? Non, ils ne le sont pas. Ils dorment dans des dortoirs. Ils n'ont pas le droit d'un studio. Vous parlez, il faut qu'un dortoir avec combien de mètres? Ils n'ont pas le droit d'un studio. Pourquoi vous ne dormez pas dans des dortoirs? Parce qu'ils viennent du monde rural? Parce qu'ils sont pauvres? C'est qui ces gens-là? Je parle aux ONG. Comment vous pouvez dire, vous félicitez d'un salaire minimum pour de $200? Parce qu'ils sont pauvres? Parce qu'ils sont du monde rural? Moi, je ne parle pas du BIT. Du BIT, c'est scandaleux. Il a perdu sa crédibilité. Tous les fonctionnaires sont scandalisés. Ils sont frustrés. Mais c'est fait au nom du BIT. BIT est discrédité. C'est fini. Il a violé la Constitution, il a violé le droit de l'homme, et puis le monde le croit, parce que c'est la Bible, c'est le Coran. Personne ne peut s'en douter. Mais moi, je pose la question surtout à des personnes humaines. À Madame Sharan Boro. Madame Sharan Boro, pour vous, c'est qui ces gens-là? Ils ne méritent pas un salaire décent? $200, c'est un salaire décent, $200? Pour un travail corvée de 12 heures et parfois plus? Vous êtes satisfaite? Oui, vous avez le droit d'une villa. Vous avez le droit, je ne sais pas, des avions de première classe. Ces gens-là, non, sont des pauvres du monde rural. Ils ne le méritent pas. Ils ne méritent même pas d'être un studio seul ou avec sa famille. Non, il n'a que le droit de travailler du matin jusqu'au soir dans des conditions de misère et dans des conditions difficiles, avec un salaire de $200 et vous êtes satisfait. Vous êtes qui par rapport à ces gens-là? Vous êtes une déesse par rapport à ces gens-là qui sont pauvres? Vous défendez les droits de l'homme? Je suis scandalisé, parce que moi aussi je suis du milieu rural. Et je sais ce que c'est. Ces gens-là sont de leur dignité. Ce sont des gens grands qui ont un grand cœur. Ce sont des gens de grande humanité. Mais vous, non. En acceptant que ces gens-là soient payés $200 par mois, vous l'acceptez, vous faites l'éloge de Qatar parce qu'il y a une fixation de salaire, c'est scandaleux. Le BIT a légitimé une pratique illégale qui est appliquée par Qatar, qui consiste à définir le salaire par rapport au pays d'origine.
pour un Népalais par rapport au pouvoir d'achat du Népal, d'un travailleur de l'Inde par rapport à l'Inde. Pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat en Inde ou le pouvoir d'achat au Qatar est 1000 fois plus important que le pouvoir d'achat au Népal. Mon père, c'est un grand humaniste, est un grand homme généreux. Et il défend toujours la justice. Il a une fois libéré un esclave. Il est entré dans une plantation la nuit et je ne sais pas comment il a fait, s'est débrouillé, il a cassé, donc il a ouvert la chaîne, il l'a libéré, il est monté dans les montagnes un peu, il s'est sauvé pendant plusieurs jours pour d'abord assurer la sécurité de cet esclave. Et donc, lui, a disparu quelque temps avant de revenir. Et puis, avant son décès, moi, j'étais à l'université de Paris, je fais mes études. Il m'a dit, parce qu'elle était malade, il m'a dit, mon fils, c'est la première fois qu'il me raconte cette histoire. Il m'a dit, voilà cette chaîne, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Je te la confie, c'est mon testament. Et je te demande une chose, défends les gens vulnérables, défends la justice quand tu peux. Et donc, moi, je considère que les travailleurs migrants que j'ai côtoyés, avec qui j'ai discuté pendant ma carrière et avec qui j'ai mangé avec, j'ai cette responsabilité de dénoncer l'injustice, cette responsabilité morale de défendre autant que je peux le faire. Je suis d'origine, j'ai grandi dans le monde rural. J'ai vécu la pauvreté. Je sais ce que c'est. Et aussi, et donc, ces gens-là viennent du monde rural, je les vois. Je vois ces gens-là du monde rural qui reçoivent leurs enfants dans des cercueils. Et je vois leur souffrance. C'est comme c'est moi qui souffrais, c'est mon village qui souffrait. Parce que mon village, je vais vous dire une chose. Mon village, il y a beaucoup de monde qui avait quitté le village dans les années 60-70 en France, en Belgique, en Hollande. Mais simplement avec une différence de ces travailleurs, de ces gens qui vont dans le monde rural, au Qatar, ces gens-là qui venaient en France de chez moi, ils retournaient dans mon village. Ils sont retournés, ils ont construit des maisons, ils ont acheté ils ont acheté des voitures. Ils ont aussi acheté des choses, ils ont aidé leurs voisins, leur village. Ils les ont sortis de la misère. La France, grâce donc à ce travail en France, en Belgique, en Hollande, tout particulièrement, mais d'autres pays. Vous voyez, donc je vois la différence. Et je vois dans des commentaires des gens qui vont de même nature, de même que chez moi, dans mon village, de même type, ils vont au Qatar, mais Qatar avec pétrodollars, avec des milliards, des millions plus riches que la France, par rapport donc pétrodollars, les gens venaient, ils retournent dans des cercueils. Et j'ai vu des mamans qui pleuraient, et je pleurais avec elles. Je vous assure, je pleurais avec elles. Je dis, qu'est-ce que je suis, moi? Si je suis dans un monde diplomatique, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais à ces gens-là? Rien, finalement. Donc, c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge, c'est nous, on part dans des missions, dans des grands hôtels, et les pauvres restent toujours pauvres. Et puis, on parle dans des forums, dans des grands discours, tout simplement vides de sens et vides de résultats. Et voilà pourquoi, pour quelle raison, j'ai dit, il est de mon devoir de faire quelque chose, au moins de parler. Et je prends le risque de ma sûreté, de ma vie. Je pris ce risque et je le sais. Mais pour défendre ces gens-là, le risque, ils méritent ce risque. Je respecte beaucoup ce testament de mon père de défendre les vulnérables, personnes vulnérables et les pauvres, parce que cette chaîne, je voulais la confier comme cadeau au BIT à son centenaire. J'avais toujours l'intention, depuis que j'ai au BIT, j'ai cette chaîne, il date d'un siècle, il a beaucoup de valeur, je vais la donner donc parce qu'il lutte pour l'abolition du travail forcé, contre l'esclavage, c'est l'ordre. Mais j'ai écrit au directeur général ce qui s'est passé dans le programme de Qatar, cette plainte avec le BIT, et ces violations, ces manipulations que le BIT a fait. Je lui ai dit, je voulais que cette chaîne, vous la confiez pour le centenaire de l'OIT, mais puisqu'il y a ces violations flagrantes, il ne le mérite plus et je ne peux pas vous la confier. En 2021, Blast a publié une grande enquête en plusieurs épisodes, la Qatar Connexion.
Une série sous les dessous de l'entreprise d'influence et de corruption orchestrée par le Qatar pour asseoir sa place sur la scène internationale. Archives gouvernementales à l'appui, nous avons documenté la façon dont le Royaume du Golfe s'est assuré le soutien de gouvernants et de personnalités étrangères de premier plan, notamment en France, mais aussi en Suisse, en Asie ou en Israël, pour soutenir ses intérêts et son offensive. Cette saga, signée par les journalistes d'investigation Bernard Nicolas et Thierry Gadot, a mobilisé le service enquête de Blast pendant des mois. Entre avril et novembre 2021, nous avons publié une vingtaine d'articles, documents à l'appui. Plusieurs épisodes concernent le sport et directement le football et les moyens utilisés par le pays organisateur de la prochaine Coupe du Monde pour ravir la compétition reine du sport roi. Ces révélations, qui concernent les responsables de l'État qatari au plus haut niveau, n'ont jamais été démenties par le Qatar. Abdullah Zouher, l'homme que vous venez d'entendre, a pris contact avec nous l'année dernière après avoir lu plusieurs articles de notre série sur l'argent noir du Qatar et vu les documents que nous avons publiés. Il n'était pas surpris de ce qu'il avait lu dans Blast. Nos révélations et nos documents confirmaient ce qu'il connaissait. À l'OIT, au cœur de la machine, il a pu observer la façon dont le silence de l'Organisation internationale du travail a été acheté pour enterrer et neutraliser les enquêtes sur les conditions de travail sur les chantiers de la Coupe du Monde. Il est cette semaine à Genève. Il va s'adresser à la presse mondiale et aux délégations qui ont fait le déplacement en Suisse en interpellant les responsables de l'OIT au cours d'une conférence spécialement organisée à cette occasion. Blast est très heureux de vous avoir fait écouter en exclusivité son témoignage. L'histoire de la Coupe du Monde de football 2022, qui s'ouvre en novembre prochain, reste encore largement à écrire et révéler. Elle n'a pas fini de dévoiler ses secrets inavouables. À Blast, nous allons continuer à travailler pour l'éclairer. Vous pouvez compter sur nous. Ah oui, ça va avec. N'oubliez pas, votre soutien nous est indispensable pour que nous puissions faire ce travail. Continuer à informer, enquêter et sortir des révélations sur le monde tel qu'il est. Merci d'être là à nos côtés et de nous soutenir. Vous pouvez le faire en vous abonnant sur notre site blast-info.fr.